Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Merci Monsieur Marotte de prendre de votre temps pour participer à cette visioconférence. Merci aussi au laboratoire partenaire institutionnel de l'ASF, le labo Sandoz, qui nous permet de faire cette visioconférence. Je vous rappelle que sur votre droite, vous avez un icône chatter. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous les posez là et nous les poserons au professeur Marotte en fin d'exposé. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne conférence et je laisse la parole à Monsieur Marotte. Merci Madame Lafarge pour cette invitation. Merci à l'ASF. Alors, merci d'être présent pendant ces temps un peu compliqués où au final on a appris à bien utiliser les différents dispositifs numériques. Sans plus tarder, on va passer à la question du jour. Que penser des biosimilaires? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille à Saint-Étienne, malheureusement célèbre actuellement, célèbre dans le passé pour d'autres choses. On a la chance d'avoir un bel hôpital et une belle faculté de médecine. Tout d'abord, quand on parle d'un biosimilaire ou d'un mot un peu barbare, il faut le définir. Étymologiquement, un biosimilaire, il y a deux parties dans ce mot. La partie bio, qui est signe de vie, et finalement qui fait référence au fait qu'un biomédicament ou un biosimilaire est fabriqué à partir d'un être vivant, qui peut être soit une bactérie, soit une cellule. Et similaire, ça fait référence à trois groupes de synonymes, identiques, pareil, indiscernables, équivalent, synonyme, comparable, proche d'eux, ou qui ressemblent ou approximatifs. Donc c'est pas la même chose, c'est pas du pareil, mais c'est presque du pareil. C'est similaire. Alors pourquoi cette terminologie de similaire? Finalement, on a différents groupes de médicaments et on peut dire qu'on a deux grands groupes de médicaments. Un qui sont des produits chimiques synthétisés par des process industriels. On a l'aspirine, on a le paracétamol que vous connaissez tous. Et à côté de ça, depuis maintenant plus de 20 ans, on a des produits dits biologiques synthétisés par du vivant. Autant le process chimique, une fois que le process est défini, on arrive à reproduire à chaque fois, quasiment à chaque fois le même produit. Autant pour un produit biologique, il y a une plus grande complexité qui fait que c'est plus difficile à être réalisé avec, dans le process, de très nombreux contrôles qualité nécessaires. Ce qui fait qu'on peut, je reviens sur la diapo antérieure, du fait de la complexité de faire un produit biologique, quand on a voulu copier cette molécule, telle que ce qui est le cas pour des génériques pour les produits chimiques, ben, on n'a pas utilisé le terme de générique, mais le terme de biosimilaire. Avec au final une différence dans la législation qui oblige le fabricant de biosimilaires à répondre à un cahier des charges beaucoup plus complexe que celui du générique. Pour le générique, le fabricant doit juste dire, voilà, j'ai la même quantité de substances actives que dans le médicament dit Princeps, alors que dans le biosimilaire, durant tout le process, il y a des contrôles qualité et il faut que le fabricant de biosimilaires démontre une efficacité qui est comparable, ce qui n'est pas du tout le cas pour les médicaments génériques, mais également une sécurité d'emploi qui est comparable. Et on verra, et on va voir ça sur différents aspects. Déjà, c'est juste un petit rappel sur différents types de molécules que le praticien peut être amené à utiliser et vous, patients, amenés à recevoir. À gauche, vous avez des produits chimiques, c'est des toutes petites molécules. Donc, vous avez par exemple l'aspirine, c'est un produit chimique. Hop là. On peut avoir des peptides, c'est ce qu'on appelle le tériparatide,
peut-être que certains d'entre vous prennent ce traitement de manière quotidienne ou l'ont pris pendant 18 mois. On a maintenant des biosimilaires d'un peptide qu'on appelle le tiriparatide, Forsteo et Moluvia, il me semble, pour son biosimilaire. On peut avoir des cytokines. Les cytokines, en général, dans nos rhumatismes inflammatoires et dans les spondyloarthrites, on a tendance plutôt à les inhiber. Mais il faut savoir que dans certaines situations, on peut être amené à les donner, notamment quand des patients ont des cancers, c'est ce qu'on appelle l'érythropoïétine. Certaines mauvaises langues diront que certains sportifs peuvent être amenés à en prendre. Quand on est hémophile, on donne des facteurs de la coagulation, donc c'est des protéines qu'on synthétise normalement, mais que les hémophiles ne synthétisent pas. Et pour cibler certaines cytokines, on peut utiliser des anticorps monoclonaux. Et le premier mis sur le marché était l'infliximab. Le fameux DA, ça veut dire Dalton, et ça reflète un peu la quantité d'atomes qu'il y a dans une molécule. Et vous voyez qu'il y a une très large différence entre l'aspirine, qui est une petite molécule, et un anticorps monoclonal que vous êtes peut-être amené à recevoir, tel que l'infliximab, qui est avec un ratio de plus de 1000. Alors, juste un petit à part, vous entendez aussi parler de JAK inhibiteurs, les fameux JAKi, pour lesquels on commence à l'utiliser dans les rhumatismes psoriasiques, et plus largement dans la polyarthrite rhumatoïde. Ils sont un peu plus gros que l'aspirine, mais ça reste des produits dits chimiques. Vu que la taille est compliquée et que c'est une protéine c'est un ensemble d'acides aminés. Ici, vous avez un exemple. On peut imaginer ça comme étant toute une chaîne linéaire. En fait, cette chaîne va se donner différents plis qu'on appelle structure secondaire en 2 dimensions. Mais en 3 dimensions, ça va encore donner quelque chose qu'on appelle une structure tertiaire. Et en plus, ça peut interagir avec d'autres protéines, ce qu'on va appeler la structure quaternaire. Et vous voyez que du coup, c'est beaucoup plus difficile à fabriquer qu'un simple comprimé d'aspirine, une simple molécule comportant une dizaine d'atomes, avec notamment une structure dans les 3 dimensions qui doit être respectée. Et pour justement contrôler l'ensemble de ces structures, on peut utiliser on peut faire un parallèle avec quelque chose qu'on a tous, qui est notre empreinte digitale, qu'on utilise éventuellement dans la vie courante pour déverrouiller son téléphone. Et vous savez que chaque individu a sa propre empreinte digitale. Le but étant de faire, avec le biosimilaire, une empreinte digitale très proche de l'empreinte digitale du médicament originel. Alors ici, on voit qu'il faut respecter la structure primaire. Ici, il y a toutes des process qu'on appelle des glycosylations. Il y a d'autres modifications qu'on appelle post-traductionnelles qui peuvent intervenir, notamment dans l'affinité de la molécule, dans l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à développer des anticorps contre la molécule. Et puis, ce qu'on appelle les profils de charge, qui est finalement qui va jouer un peu sur la pharmacocinétique de la molécule. Donc tout ceci est contrôlé durant le process de fabrication et avec à chaque fois des marges d'erreur qui sont plus ou moins autorisées par l'industriel pour respecter le cahier des charges d'être similaire à la molécule originelle. Tout ça pour vous démontrer la complexité, puisqu'il y a plus de 10 puissance 8 variations potentielles dans tous ces tests, et la marge d'erreur est extrêmement faible pour dire que la molécule qui arrive et qui est commercialisée remplit le cahier des charges. Alors, à l'arrivée des biosimilaires, ça date des années, début des années 2010, l'ANSM avait défini ce qu'était un biosimilaire. On peut le relire, mais je pense que ce n'est pas le plus important. Mais au final, on retrouve les 4 points que je vous avais déjà un peu précités, qui est la propriété physico-chimique et biologique. Donc, c'est la qualité, être sûr qu'on ait bien la même quantité, c'est simple, mais même la même qualité. C'est toutes les modifications qu'on a vues qui doivent être vraiment similaires à celles de la molécule princeps.
La pharmacodynamique, c'est-à-dire que quand on donne la molécule, elle est éliminée de la même manière, elle se fixe sur la cytokine de la même manière. La toxicologie concernant la sécurité, être sûr que ça ne donne pas des intolérances sur le court terme, mais aussi clinique, c'est-à-dire sur l'efficacité, être sûr que ça soit aussi efficace que la molécule princeps, pas plus efficace, mais aussi efficace, avec le même profil de tolérance. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, là, quand on a eu accès à ces médicaments, on s'est tout de suite posé la question de ce qu'on appelle l'interchangeabilité. Alors, certains l'appellent le switch. Il y a un peu un flou dans ces définitions, puisque le switch ou l'interchangeabilité, le switch peut s'appliquer à différentes situations. Par exemple, un patient reçoit pour sa spondyloarthrite axiale un traitement par étanercept. Il ne répond plus à ce traitement. On va changer de traitement. On va le mettre éventuellement sous un autre anti-TNF ou sous un anti-L17. Dans ce cas-là, on parle de switch. On remplace le traitement parce qu'il n'est pas efficace. En tout cas, c'est ma définition du switch. L'interchangeabilité, c'est on a un patient qui va bien sous Enbrel et pour différentes raisons, on peut lui proposer d'utiliser le biosimilaire de l'Enbrel. Et dans ce cas-là, on va changer l'étanercept Enbrel pour l'étanercept autre. Alors, il y a toute une liste qu'on verra un peu plus tard. On peut citer Eredzi pour faire plaisir à Sandoz, mais il y a également Benepali et on verra à la fin les nombreuses listes, notamment pour l'adalimumab Humira. Et donc, en 2013, les autorités de santé ne poussaient pas, nous disaient que ce n'était pas recommandé de remplacer l'Enbrel, enfin un bio, chez quelqu'un déjà traité par un produit de référence, d'utiliser un biosimilaire. Parce qu'on manquait un peu de data à l'époque et on craignait que ça marche éventuellement moins bien. Et on verra un peu plus tard quelles sont les données issues de quelques essais thérapeutiques qui ont été faits et des données de vraie vie, notamment dans un registre du nord de l'Europe, mais également de 2 études françaises. Vu tout ce que je vous ai dit, en 2013, l'ANSM recommandait, dans la mesure du possible, de garder la même spécialité chez tous les patients. Donc, c'est-à-dire, on débute par Enbrel, on garde Enbrel, on débute par Humira, on garde Humira. En revanche, depuis 2013, si on veut débuter par Benepali pour l'étanercept, ou par Inflectra ou Flixabi pour l'infliximab, dépendant des appels d'offres des différents hôpitaux, on avait le droit de le faire et c'était tout à fait envisageable. Et puis les statuts des biosimilaires ont un peu évolué, avec notamment dans l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale, la possibilité quelques références sur les biosimilaires, avec notamment l'autorisation du prescripteur pour les patients dits naïfs. Alors ce terme est très mauvais, il faut le définir. Je ne pense pas que vous souhaitiez qu'on dise que vous soyez naïf. En revanche, si vous n'avez jamais pris un médicament, vous êtes naïf de la prise de ce médicament. Donc ce terme de naïf pose problème, car encore une fois, il faut bien le définir pour pas que se porter à confusion. Donc je préfère plutôt un patient jamais exposé à un biomédicament ou à ce biomédicament. Mais dès 2014, le législateur prévoyait ce qu'on appelle le droit de substitution. Qu'est-ce que ça veut dire? La substitution, votre pharmacien peut le faire, votre médecin vous prescrit éventuellement du Doliprane, il peut vous délivrer de l'Efferalgan. Pour mémoire, on doit prescrire en DCI depuis que j'ai débuté mes études de médecine. Mais pour X raisons, ce n'est pas encore le cas pour tous les praticiens. Mais tout ça pour vous dire qu'avec les génériques, le pharmacien peut substituer. En revanche, pour les biosimilaires, c'était prévu dans la loi, mais le décret n'a jamais été publié.
Donc, dans les faits, un pharmacien n'a pas le droit de substituer pour un biosimilaire. Les choses ont un peu évolué en 2016 avec, concernant l'interchangeabilité, en disant qu'elle pouvait être envisagée si, le patient traité par un médicament biologique doit être informé d'une possibilité d'interchangeabilité et donner son accord. Il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement, ce qu'on fait habituellement dès que vous recevez ce type de traitement. Et une traçabilité doit être assurée. Alors, donc du coup, à partir de 2016, les autorités de santé nous autorisaient à finalement, si vous étiez déjà sous un médicament Princeps, de passer à un biosimilaire. Et on verra éventuellement pourquoi pourquoi il y a un intérêt à cette interchangeabilité. Mais nous disait que recommander aux médecins de faire le suivi approprié, mais ça paraît la moindre des choses, et d'assurer une traçabilité. La traçabilité, c'est simple pour des médicaments qui sont délivrés en hôpital de jour, tel que l'infliximab. En revanche, c'est plus difficile pour un praticien de s'en assurer lorsque le médicament est délivré par la pharmacie. Alors maintenant, avec les lecteurs de carte vitale, un praticien en ville peut voir toutes les ordonnances tous les médicaments qui ont été délivrés par les différents pharmaciens. En revanche, pour un médecin hospitalier, on n'a pas encore le logiciel ad hoc à notre disposition. En pratique, depuis 2016, on propose largement cette interchangeabilité et on va voir pourquoi. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a eu différents documents qui nous ont proposé cette interchangeabilité. On va passer sur ce fait. Mais juste pour insister que finalement, les industriels, ici je vous ai mis le nom de molécules Princeps, telles que Remicade, Enbrel, Humira, que vous connaissez, Simponi, Cimzia, qui sont les anti-TNF, qu'on utilise dans les spondyloarthrites, et qui ont des biosimilaires maintenant. On voit que les industriels ont changé leur process de fabrication, ce qui est logique. Un industriel essaie toujours d'optimiser, de jouer sur peut-être la rentabilité, mais en tout cas en médecine, pour avoir aussi un produit pour s'assurer de la même qualité du produit. Et du coup, quand on voit ces données, le Remicade de 2010 était finalement le biosimilaire du Remicade de 2020. Tout ça pour dire que le niveau d'exigence par rapport à un générique a été nettement plus important pour les biomédicaments, avec un cahier des charges extrêmement précis. Et au final, le fait de nous vendre l'interchangeabilité comme étant quelque chose qui est nouveau, au final, au vu de cette figure, il y a déjà eu une interchangeabilité, même avec le même Princeps, puisque celui-ci évolue un petit peu au cours du temps. Le but de ces diapositives, c'est pour vous rappeler que, et j'en ai déjà un peu parlé, c'est que dans notre organisation, en tout cas à Saint-Étienne, il a été assez simple de proposer une interchangeabilité parce que en hôpital de jour, pour les médicaments délivrés par voie intraveineuse, à une date anniversaire, on a proposé à tous nos patients de changer, et à Saint-Étienne, c'était les Remicade pour l'Inflectra, et on a eu 80 de switch effectifs. Voilà, donc certains patients ne le souhaitaient pas pour X ou Y raison, et je pense que ça fera partie des questions durant le temps d'échange. Et puis, pour les formes sous-cutanées, c'est un peu un face-face qu'on a avec son patient. Et quoi qu'il en soit, la décision est partagée entre le prescripteur et le patient.
Alors, juste, je trouve cette diapositive intéressante parce que ça permet de voir les différents points de vue des acteurs vis-à-vis de l'interchangeabilité et de voir qu'on a des intérêts qui sont pas forcément convergents, en tout cas des points de vue qui sont pas tout à fait convergents. On n'attend pas forcément les mêmes choses, hormis bien entendu rendre service aux patients. Et on va voir ça on commence déjà pour le point de vue du payeur. Le payeur, ce qu'il veut lui, c'est qu'il y ait un biosimilaire qui soit acceptable, c'est-à-dire qui remplit un certain cahier des charges, peut-être pas aussi exigeant que celui qui ont été exigés par les autorités de santé européennes et dont la NSM. Il veut que ça fasse baisser les coûts, il peut se comprendre, et du coup, il pousse à l'interchangeabilité, c'est-à-dire tous les patients qui reçoivent un médicament biologique, il y a un médicament qui coûte moins cher, on utilise le médicament qui coûte moins cher. Le médecin, lui, ce qu'il veut pour son patient, c'est que le biosimilaire soit pas moins efficace et ait la même sécurité. Il se pose la question de ce qu'on appelle le switch, ou plutôt l'interchangeabilité. Est-ce que c'est vraiment sûr? Et puis, il se pose des questions sur la pharmacovigilance. Est-ce que le système de pharmacovigilance permet de bien tracer tout ça? Et est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment safe? Excusez-moi pour cet anglicisme, mais est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui arrivent, qui sont liés à cette procédure d'interchangeabilité? Et puis, le point de vue des patients en général, c'est bon, en tout cas, de nombreuses questions qu'on a, c'est mais les biosimilaires, finalement, ça ressemble à un générique. En général, c'est des petits laboratoires. Donc, est-ce que le processus de fabrication est vraiment identique? Est-ce que ça remplit bien le cahier des charges? Est-ce que la sécurité à long terme, est-ce qu'on a suffisamment de data? C'est sûr que le Remicade, on l'utilise depuis 20 ans. Les biosimilaires, on les utilise depuis moins longtemps. Et puis, il y a des problèmes de communication. Je pense que si je vous parle comme ça d'interchangeabilité, vous allez plutôt me répondre de switch. Si je vous parle de patients naïfs, puisque vous n'avez jamais eu de biomédicaments, vous allez considérer que je suis un professeur sur son piédestal et qu'il faut que je redescende sur Terre. Et bien entendu, ce terme est à bannir. Il faut utiliser un patient jamais exposé à un biomédicament. Tout ça pour dire que les attentes sont un peu différentes, mais au final, si on arrive à diminuer avec un produit sur les dépenses de santé, je reste persuadé que, ça permettra de faire des économies de santé, et deux, ça permettra l'arrivée beaucoup plus rapide de nouvelles molécules qui coûtent cher, si tous les acteurs de santé jouent le jeu. Ceci est mon sentiment, partagé par certains. Alors, il y a eu aussi des états généraux des biomédicaments. Je pense que vous en avez entendu parler. Et qu'est-ce qui y rappelle la définition des biomédicaments? Que c'est un médicament produit par un être, une source biologique, donc quelque chose de vivant, qui nécessite une combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques, ainsi que la connaissance des procédés de fabrication et de son contrôle. Je pense que vous avez un peu résumé tout ça avec l'empreinte digitale. Et en pratique, des biomédicaments, on en a beaucoup déjà. Un vaccin, c'est un biomédicament. Les diabétiques qui reçoivent de l'insuline, ce sont des biomédicaments. Les hormones de croissance, ce sont des biomédicaments. Les interférons, les anticorps monoclonaux, ce sont des biomédicaments. Donc, on a déjà beaucoup de biomédicaments qui sont utilisés, même avant les années 2000. Et il y a eu notamment pour l'EPO, des biosimilaires qui sont arrivés très tôt, dès les années 2000 sur le marché européen. Bon, là encore, ce sont des définitions. Bien entendu, le biosimilaire, donc la composition quantitative et qualitative soit dans les mêmes proportions que le
médicament de référence. Et que il peut y avoir quelques petites variabilités, parce qu'on a vu chaque empreinte digitale est identique, mais avoir une toute petite modification n'entraîne pas forcément des conséquences cliniques, que ce soit sur l'efficacité ou sur la sécurité du médicament. Bon, et là, c'était juste quelques chiffres. 200 biomédicaments commercialisés en 2016. Le chiffre augmente puisqu'on en prévoit 800. On voit dans notre arsenal thérapeutique, pour notamment les spondylarthrites, on a depuis quelques années l'arrivée du sécukinumab, l'exékizumab qui va arriver dans la forme axiale, et puis derrière, il y a de nombreux anti-TNF, d'anti-L17 A et F qui vont arriver dans les années à venir. Donc, c'est un marché qui explose en termes de quantité de molécules, mais bien entendu, la qualité des études et des molécules sont l'objet d'une surveillance des autorités de santé européennes et également françaises. Ici, c'était pour vous rappeler encore une fois que bio, ça s'oppose à chimie, et similaire, on a vu les différents types de synonymes. Et l'ANSM nous rappelait qu'il fallait bien informer nos patients d'une possibilité d'interchangeabilité. Tout ceci avait été fait l'objet de ces tables rondes qui impliquaient aussi bien entendu des patients. Et dans ces états généraux, il se pose, était posé la question, qui doit porter le message sur la possibilité d'une interchangeabilité? Forcément le prescripteur et son équipe, que ce soit les infirmières et soignantes. Donc on a eu un énorme travail à faire auprès de l'ensemble du personnel médical, mais aussi paramédical, avec intégration dans les programmes d'éducation thérapeutique de cette notion de biosimilaire. Bien entendu, le pharmacien doit être sensibilisé. Alors, le pharmacien hospitalier, c'est assez simple. Le pharmacien d'officine, c'est plus compliqué parce qu'il a à gérer une tonne d'informations, ce qui fait que c'est plus compliqué, mais à force et grâce à notamment certains réseaux d'industriels qui ont des départements dédiés pour les pharmaciens, en plus des formations propres des pharmaciens, maintenant ils ont un niveau de formation qui me semble être tout à fait correct. Les associations des patients, je pense que vous avez communiqué au sein de votre journal cette information, et ce matin je partage avec vous ces éléments pour vous expliquer ce qu'est un biosimilaire. Et puis l'ANSM avec un état des lieux du bon usage qui est réactualisé, mais à ma connaissance il n'a pas été réactualisé depuis 2016. Alors tout ça, c'était un peu un aspect réglementaire. Maintenant, qu'en est-il de la vraie vie? Exprès, je ne vous ai pas montré tous les essais thérapeutiques qui sont nécessaires pour dire que le biomédicament Princeps marche aussi bien que le bio similaire, avec le même profil de sécurité et d'efficacité. Mais j'ai choisi de vous présenter cette étude qui est une étude des pays du nord de l'Europe, qui s'appelle North Switch. Alors, on retrouve le terme de switch, mais on aurait dû l'appeler North Interchangeability, mais bon, peu importe. Et finalement, cette étude, ils ont pris des patients qui étaient stables sous un biomédicament depuis 6 mois, et ils ont été randomisés. Soit on continue le Remicade en vert, soit on le remplace par, ils avaient sur leur marché le Remsima, et donc ils ont comparé finalement l'évolution chez des patients qui avaient soit une polyarthrite rhumatoïde, soit une spondyloarthrite, soit un rhume psoas, soit des maladies inflammatoires du tube de l'intestin qu'on appelle la maladie Crohn ou la rectocolique hémorragique ou un psoriasis, et ils les ont suivis. Donc on va passer sur les critères primaires secondaires. Le critère primaire était le fait que ce soit pas qu'il n'y ait pas
que le CTP13, donc le RMCIMA, soit pas moins efficace. Et les autres critères, c'était des critères d'immunogénicité ou de tolérance. On va vite passer sur ce type de diapositive, juste pour voir que la randomisation avait bien fait son job, c'est-à-dire quand on regarde l'âge, s'il n'y avait pas de différence importante, le sexe ratio est à peu près identique, pareil pour la durée d'évolution de la maladie. Donc les populations les deux groupes étaient bien comparables. Il y avait, pour ce qui nous intéresse ce matin, un bon quart de spondylarthrite, mais principalement des polyarthrites rhumatoïdes. Ça reste quand même plus fréquent. Et le critère principal, c'était un score composite de variation de l'UTAS 28 pour la paire ou d'augmentation de l'ASDAS pour les spondyloarthrites. Et finalement, il n'y avait pas plus d'augmentation, en tout cas pas plus d'augmentation significative dans les deux groupes. Donc, démontrant que chez un patient qui a déjà un biomédicament Princeps, le remplacer par un médicament biosimilaire, il n'y avait pas de perte de chance sur l'efficacité du traitement. Alors ici, c'est en fonction de chaque pathologie. Et pour ce qui nous intéresse pour la spondyloarthrite, il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus favorable pour le biosimilaire. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est cette ligne-là, qui est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Parce que dès qu'il y a une certaine variabilité, c'est pas parce que on peut dire que 4 égale 5, parce que justement, quand on mesure quelque chose, on ne tombe pas forcément sur 4,5, un coup on tombe sur 4, un coup on tombe sur 4,8, un coup sur 5, mais ce qu'on observe normalement, c'est 4,5. Donc c'est ça l'intervalle de confiance. Donc tout ça pour dire que ça marche aussi bien que le biomédicament Princeps. Ici, c'est la variation du test 28 dans la PR. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est les variations du score ASDAS. Et on voit que la variation est similaire dans les deux groupes. Avec également un profil de tolérance qui est similaire. Si vous regardez le nombre d'effets secondaires sévères, qu'est-ce qu'on appelle sévère? C'est des hospitalisations. Il était entre 8 et aux alentours de 9, 9-10 dans les deux groupes. Pareil pour les effets secondaires, ce qui peut être une toux, mal à la tête ou X choses. Et puis pour les effets secondaires obligeant l'arrêt du traitement, là encore des chiffres qui sont tout à fait similaires dans les deux groupes. Donc, données rassurantes sur l'efficacité, mais également sur la sécurité de l'utilisation d'un biosimilaire chez quelqu'un qui allait bien avec le Princeps du biosimilaire. Donc, c'est ici, vous avez ce que je viens de vous dire en conclusion. On a une deuxième grosse étude, pareil, qui date des années 2017, qui est une analyse d'un registre, qui est le registre danois d'Ambio. Il y a certains pays qui finalement font des appels d'offres nationaux et qui disent on a que tel biomédicament, l'étanercept cette année, ça sera Bénépalie. Et tout le monde est sous Bénépalie. C'est un peu plus autoritaire, c'est une pratique qui est un peu développée dans les pays nordiques. En France, on laisse la place à la discussion. Donc, et dans ce registre, on regardait à 3 mois comment ça se passait. On va passer sur les caractéristiques des patients, mais ici, on voit finalement que le DAS 28 dans la PR, il était, alors je suis désolé, c'était, je vous ai mis là que la partie PR, j'ai pas pris le temps de faire média sur l'ASA, mais sur la PR, on voit qu'il n'y a pas de variation du score d'acuité de la maladie, qu'il n'y a pas plus d'inflammation et que le VA patient ne bouge pas. Tout ça, c'est des arguments pour dire que le biosimilaire a le même effet
et il y avait des résultats similaires pour le rhume-saut ou pour la spondyloarthrite axiale. Et puis quand on regardait les causes d'arrêt, il y avait un manque d'efficacité, effets secondaires, autres. Mais finalement, c'est des choses qu'on s'attend à voir quand on a un an de suivi de traitement. Là, on peut voir, si on regarde, c'est un pourcentage très élevé. Un patient sur deux ont arrêté le traitement par manque d'efficacité. Mais au cours du temps, c'est la principale cause d'arrêt des traitements parce que pour X raisons, on sait que le patient peut s'immuniser contre l'anticorps, le patient devient moins TNF dépendant, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir recours à d'autres traitements. Et fort heureusement, on a un arsenal thérapeutique qui a tendance à augmenter ces dernières années. Et puis si on regarde finalement le taux de maintien thérapeutique chez des patients qui avaient le CTP13, donc c'est le biosimilaire, Inflectra ou un Triamcima, la courbe bleue, on voit qu'elle est similaire à la courbe verte qui était l'infliximab originel, donc le Remicade. Et ici, vous avez le taux de maintien, quelle que soit la pathologie, PR, spondyloarthrite céliaire pointillée ou rhume-saut, et on voit qu'au final, quelle que soit la pathologie, le maintien est, là encore une fois, similaire. Alors tout ça, c'est des données danoises principalement. Bon, et puis là, c'était pour essayer de trouver des facteurs de risque de perte d'efficacité. Et on sait que, en tout cas dans la PR, il y en a un qui ressort, c'est la co-utilisation d'un traitement de fond classique qu'on appelle le méthotrexate. Et donc c'est un peu un critère enfin, c'est bien dans ce type d'études de retrouver comme facteur associé à l'arrêt des choses qu'on connaît par ailleurs. Donc c'était le but de cette analyse. Donc tout ça, vous allez me dire que je suis bien gentil, on est en France, est-ce qu'on a des données en France, françaises? La réponse est oui, avec notamment 2 études de vraie vie, où on a remplacé le médicament originel par, en l'occurrence, c'était l'Inflectra, le CTP13. Un premier travail de l'équipe de Cochin, où on a des courbes qui vous rappellent la courbe qu'on a vue auparavant. Sur un an, on voit que il y a quelques patients qui ont dû arrêter l'infliximab et on est à plus de 80% de maintien thérapeutique du bio originel. Et ils ont regardé finalement l'évolution chez les patients des différents scores. En haut, vous avez la polyarthrite rhumatoïde. Et si vous regardez bien, il y a un score qui est significatif. C'est le fameux petit p inférieur à 0,05. Alors, je vais bouger ça parce que je ne vois pas, mais il me semble qu'il y a 0,06 dans mon souvenir. Et vous voyez que l'évaluation de la maladie par le patient a tendance à être moins bien quand il est sous traitement, quand il est sous biosimilaire et qu'il est informé qu'il est sous biosimilaire parce qu'en France, on doit informer nos patients. Et donc, on voit qu'il y a tendance à tous les autres paramètres n'évoluaient pas forcément. Dans les spondyloarthrites, on voit que là encore, il y avait certains scores tels que le score antésitique, le score l'intensité du dérouillage matinal, l'évaluation globale de la maladie, et puis la fatigue ou la douleur, qui avaient tendance à être, qui avaient tous tendance un peu à augmenter, alors que d'autres critères tels que quand on appuie sur l'articulation, ce score ne bougeait pas, ou en tout cas la CRP n'évoluait pas statistiquement défavorablement, et il n'y avait pas plus d'uvite quand on avait remplacé par le biosimilaire. Et tout ça fait développer ce qu'on appelle le concept de l'effet nocebo, qui fait que quand on se regarde sur des critères entre guillemets objectifs,
on voit que ça ne bouge pas, alors que sur des critères subjectifs, bah, ces critères ont tendance à un peu évoluer. Deuxième étude, et puis pour conclure sur cet effet nocebo, une étude bordelaise où ils ont un peu reconstruit une cohorte historique de patients qui étaient sous infliximab, c'est la courbe en vert. Et puis ils ont pris la cohorte de gens chez qui on a changé, on a remplacé l'infliximab princeps par un bio similaire, et on voit que le maintien est beaucoup moindre, avec un maintien qui dans cette étude est aux alentours de 0,6. Donc ça veut dire que 2 patients sur 3 gardent le traitement et on oublie de changer chez un tiers des patients. Alors que la courbe rouge, c'est qu'est-ce qui se passe normalement lorsqu'on instaure un traitement par infliximab, et on sait que la courbe rouge vous est représentée là. Ils ont fait le même travail, mais cette fois-ci en se basant sur que des critères objectifs. Alors c'est quoi des critères objectifs? Ils ont considéré que le traitement marchait bien s'il n'y avait pas d'augmentation de la VS ou de la CRP, ou si il n'y avait pas de limitation des amplitudes rachidiennes par rapport à ce qui était connu avant. Et quand on n'utilise que des signes objectifs, on voit que les courbes sont cette fois-ci complètement similaires. Avec du coup pourquoi ils avaient arrêté le traitement. Donc on va regarder surtout dans la spondyloarthrite, qu'il n'y avait pas de variation que quand même pour une bonne part, la moitié des patients, il n'y avait pas de variation du base d'ail, et que quand on est revenu au bio originel, le patient a retrouvé une efficacité dans la majorité des cas. Alors que pour la moitié des patients, il y avait des signes objectifs. Mais la moitié des patients, ça veut dire que 10%, mais on sait qu'on perd une efficacité sous un infliximab environ 10 patients par an. Dans ce cas-là, on a changé et on a pu retrouver une bonne évolution. Donc toute la difficulté qu'on a, c'est que quand on remplace un biomédicament originel vers un biosimilaire, déjà le vécu du patient peut considérer que c'est peut-être moins efficace parce que ça coûte moins cher. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire avec toutes les données que je vous ai données avant. Et il y a ce fameux effet nocebo que plusieurs essaient de mieux comprendre afin d'essayer de le diminuer. Je vous ai mis ici sur cette diapositive l'ensemble des biosimilaires qu'on utilisait en rhumatologie. Alors, concernant la spondyloarthrite, c'est surtout les anti-TNF, avec ici, je vous ai mis la molécule princeps, donc Remicade pour l'infliximab. Et on a 2 biosimilaires en fait, parce que celui-là, on l'appelle le CTP13, mais il est fabriqué au même endroit, mais commercialisé par deux entreprises, par 2 pharma en France différentes, d'où les 2 noms. Mais c'est la même molécule. Et on a le Flixabi, qui lui est fabriqué par Biogen, peu importe. On a l'étanercept avec l'Ambrelle. On a 2 biosimilaires à date, loin de 100 doses. Et puis Lumira avec, là maintenant on a 5 biosimilaires. Et j'avoue que retenir tous ces noms est de plus en plus compliqué. Il n'y a pas encore de biosimilaires pour les anti-TNF parce qu'ils sont arrivés sur le marché depuis beaucoup moins longtemps. Et on peut envisager un biosimilaire que 20 ans après le dépôt du brevet. Et pour développer un médicament, il faut 10 ans. Donc, c'est environ 10 ans après la commercialisation de la molécule. D'autres industriels peuvent faire ces biosimilaires. Quand je dis industriel, donc il me semble que votre sponsor, c'est 100 doses pour cette journée et peut-être pour d'autres. 100 doses, comme ça peut être un petit laboratoire suisse. Mais finalement, c'est Novartis, c'est le département générique qui est biosimilaire de ce gros laboratoire qui est Novartis. Et puis pour les polyarthrite rhumatoïdes, on peut utiliser le rituximab et on a maintenant accès à 2 biosimilaires. En conclusion, pour respecter des délais, je pense que c'est le cas. Biosimilaire, c'est une similitude sur l'efficacité, la tolérance et la qualité du produit.
Il ne faut pas oublier que les biomédicaments qu'on utilise, qu'on avait à nos dispositions en 2016, finalement, c'était peut-être déjà des biosimilaires, des médicaments qui étaient sur le marché depuis les années 2000. Le moins cher ne veut pas dire moins efficace. Je n'ai pas montré toutes les études de phase 3, mais toutes ces études disent que ça marche de la même manière. Et puis, pour s'assurer de la pharmacovigilance, c'est ce qui veut dire la sécurité, pour essayer de trouver un effet secondaire rare qui peut arriver X années après. On a des process de pharmacovigilance en France qui sont efficaces. Et à date, on n'a toujours pas vu de problème avec l'utilisation de ces molécules. Et j'ai commencé par mettre l'IME, donc c'est l'Agence européenne du médicament, avec la NSM qui est finalement la section française, un peu le copier-coller français de l'IME. Mais l'Europe a été très en pointe sur définir l'usage et le cahier des charges d'un biosimilaire, alors que la FDA s'y est mis beaucoup plus tard. Mais il faut savoir que nos systèmes de santé sont complètement différents. Et du coup, l'Europe avait un intérêt financier à développer les biosimilaires, notamment parce que, comme vous le savez, la majorité des laboratoires sont américains. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et je pense qu'on va passer aux différentes questions maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est Madame Lafarge qui reprend la main ou Merci, Monsieur Marotte. Donc, Fabienne va poser les questions qui va avoir eu le temps de la conférence. Ok. Eh bien, professeur, pour l'instant, je n'ai pas de questions particulières. Alors, si, voilà une question qui arrive. Dans votre étude, vous n'avez pas parlé de Symphony. Je prenais du Remicade depuis 2003. J'ai pris du Remsima depuis 2 ans. Bonne efficacité dans l'ensemble. Par contre, je prends du Flixabi depuis 3 semaines en une seule prise et j'ai l'impression d'une efficacité médiocre. Alors, je pense que cette personne doit être suivie sur Paris parce que la PHP a fait des appels d'offres et donc les gens qui étaient initialement sous Remicade ont eu dans un premier temps le Remsima, je crois, ou l'infectra, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, c'est le même biosimilaire. Et X années après, l'appel d'offres a changé et ils ont eu accès au Flixabi. Ce qui est sûr, c'est que on manque de données, enfin toutes les données que je vous ai présentées, c'est qu'il y a eu un remplacement unique, qu'on appelle en France l'interchangeabilité. Mais il y a une question qui reste largement ouverte, qui est l'interchangeabilité au terme d'anglo-saxon, qui d'un point de vue économique serait le plus efficient. Et je vous explique en 2 mots le modèle. L'interchangeability en anglais, c'est le fait de j'ai sur le marché le médicament, le biosimilaire, le moins cher, je délivre à ce moment-là ce biosimilaire au patient, qui sous-entend que le patient peut avoir un coup tel biosimilaire, un coup tel autre, un coup peut-être le princeps, un coup et donc ce qu'on peut appeler des switches multiples entre guillemets, des remplacements multiples. Et pour le moment, on a très peu de données sur ce sujet. Donc il y a la PHP qui a pour éventuellement publier les données, mais je crois qu'actuellement ils sont surtout très impliqués dans d'autres types de recherches pouvant impliquer ce type de biomédicaments, notamment face à la pandémie Covid. Tout ça pour dire que quand on a surtout des données, quand on remplace le princeps avec un bio avec un biosimilaire, et quand on remplace avec un autre biosimilaire,
on manque de données dans la littérature pour répondre formellement à cette question. Autre question. Allez-y, allez-y. Autre question, donc à propos du Symfony dont vous n'avez pas parlé dans votre étude. Alors, le Symfony, je n'en ai pas parlé parce que pour l'instant, il est sorti il y a une dizaine d'années et il n'y a toujours pas de biosimilaire. Alors, pourquoi il n'y a pas de biosimilaire? Peut-être parce que, enfin, je crois que c'est d'ici 2-3 ans où il pourra y avoir des biosimilaires du Symfony. Et après, il faut savoir que la part du marché est essentiellement sur, quand on regarde la distribution de la part de marché des différents biomédicaments, celui qui arrive en numéro 1, c'est l'adalimumab. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de biosimilaires de l'adalimumab. La part de marché du golimumab est beaucoup moindre parce qu'il y a beaucoup moins d'indications. Et du coup, il y aura des biosimilaires, mais certainement moins qu'avec l'adalimumab. Donc il faut attendre un peu pour qu'il y ait un biosimilaire du golimumab Symfony qui soit accessible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-on espérer des traitements féroces? Alors, je l'ai évoqué un petit peu au tout début. Quand je vous ai montré l'aspirine avec les grosses molécules qui étaient les anticorps monoclonaux, il y a ce qu'on appelle les JAK inhibiteurs, qui sont des petites molécules synthétiques. Alors, pour ceux qui ont un rhume psoriasique, il faut savoir qu'il y a le tofacitinib qu'on peut déjà utiliser. Et puis, aujourd'hui, dans la polyarthrite rhumatoïde, on a 3 JAK inhibiteurs à notre disposition. Donc, on a le tofacitinib Xeljanz, on a le baricitinib, qui s'appelle Olumiant, et on a depuis quelques mois l'upadacitinib, qui s'appelle Rinvoq. Donc, ils ont tous des noms, comme d'habitude, il faut qu'on s'habitue à ces noms. Et puis, il y a un 4e qui va arriver en début d'année prochaine qui s'appelle le filgotinib et dont le nom commercial m'échappe. Ces molécules sont surtout testées dans le rhume-pso actuellement, mais il y a des études également dans la forme axiale, notamment avec l'upada et le filgotinib. Donc, je pense qu'on peut envisager l'arrivée des JAK inhibiteurs de manière massive dans les formes axiales d'ici 2 ans. Pourrait-on imaginer des biosimilaires personnalisés? Alors, biosimilaire personnalisé. Un biosimilaire, ça doit être similaire à une molécule, à un biomédicament. Donc finalement, ça veut dire, est-ce qu'on peut envisager un biomédicament personnalisé? Vaste question, mais je pense que pour répondre à la question, je pense qu'il faut personnaliser le traitement et c'est ce qu'on fait. Si vous avez juste une forme axiale sans autre maladie associée, on a un arsenal thérapeutique qui est très large actuellement. En revanche, si vous avez une spondyloarthrite axiale avec des uvites, avec une Mickey, on personnalise le traitement puisqu'on sait que certains traitements marchent et d'autres ne marchent pas. Voilà. Je vais en profiter pour faire un peu de publicité pour un PHRC qu'on mène à Saint-Étienne, qui est porté par Saint-Étienne, qui est sur le fait que quand on veut personnaliser un traitement, actuellement, quand un patient est en échec d'un premier anti-TNF, on ne sait pas ce qu'il y a de mieux, donner un deuxième anti-TNF ou donner autre chose, tel qu'un anti-IL-17. Il y a des face-face en première ligne qui commencent à sortir. On ne voit pas vraiment d'effet favorable de l'anti-IL-17 versus un anti-TNF, sauf s'il y a du psoriasis cutané important, puisque l'anti-IL-17 marche mieux sur la peau
que l'anti-TNF. Mais dans le cadre d'une deuxième ligne, on n'a pas cette information. Les industriels ne font pas les études, d'où l'intérêt de participer à ce type d'études. Pour information, on est à peu près à un tiers des inclusions dans cette étude. Et on aura la réponse, j'espère, d'ici 2 ans. Autre question? Un internaute qui demande à être précisé si le Remicade est bien déjà un biosimilaire de son propre Princept depuis 10 ans. Alors, je provoque un peu en disant que le Remicade est un biosimilaire du Remicade, mais le process de fabrication ayant évolué, ayant changé, on peut considérer que c'est pas tout à fait le même infliximab qu'il y a 10 ans. Et du coup, on peut, les autorités de santé ne diront jamais que c'est un biosimilaire, mais vu que les process de fabrication ont évolué et que l'industriel a vérifié que l'empreinte digitale était à peu près similaire, mais pas complètement identique, on est plusieurs à affirmer que le Remicade de 2020 est un biosimilaire du Remicade des années 2000. Oui. Je confirme cette information. Professeur, en fonction de quoi décidez-vous de prescrire telle ou telle molécule? Alors, j'ai déjà un peu répondu à la question. Déjà, tout dépend un peu du phénotype de la maladie spondyloarthrite. On va prendre quelques exemples. Si un patient fait beaucoup d'uvite, on sait que l'étanercept va être moins efficace que peut l'être les anticorps monoclonaux, infliximab ou adalimumab ou golimumab. Donc, premier aspect. Si le patient est extrêmement invalidé par du psoriasis, j'utiliserai plutôt un anti-E17 en première intention. En revanche, dans cette solution, il ne faut pas qu'il ait d'uvite, il ne faut pas qu'il ait de maladie inflammatoire intestinale chronique de l'intestin, parce que là encore, cette molécule est moins efficace. Donc, ce qui m'oriente le plus, c'est finalement le phénotype de la maladie, c'est-à-dire la maladie avec éventuellement ces maladies associées, que peuvent être le psoriasis, les MICI ou les uvéites. Et puis, le mode d'administration. Il y a certains patients qui sont rassurés de venir à l'hôpital pour des perfusions. Il y a des patients qui veulent fuir les hôpitaux, qui ont peur des piqûres. Donc là, on a différents stylos qui permettent d'éviter d'avoir la crainte de l'injection. Voilà. Après, je pense que la question était qu'est-ce qui m'incite le plus? Est-ce que j'ai une préférence entre le bio originel ou le biosimilaire? Je pars du principe qu'à molécule qui a la même efficacité, le même profil de tolérance, si je peux faire des économies pour nous tous, au final, quand il y a un trou de la sécurité sociale, c'est nos impôts qui payons, je préfère utiliser la molécule qui est moins chère, tout aussi efficace et tout aussi bien tolérée. Et encore une fois, je pense que ça permettra l'arrivée sur le marché plus rapide en France des nouvelles molécules pour améliorer la prise en charge des patients. Professeur, je n'ai plus de questions. N'hésitez pas à tchatcher encore un petit peu, mais je laisse la parole à Madame Lafarge pour conclure, je pense. Oui, est-ce que je vais abuser de votre temps, professeur Marotte? Est-ce que vous pouvez donner quelques points par rapport à la situation sanitaire sur la Covid dans le pays, s'il vous plaît? C'est en dehors de notre conférence, mais je suppose que ça peut intéresser aussi les participants.
et peut-être enlever certaines inquiétudes. Alors, merci de me donner cette possibilité d'intervenir sur ce sujet, parce que comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité. Il y a une mesure qui marche bien pour éviter d'attraper la Covid-19, c'est de respecter les gestes barrières. Respecter les gestes barrières, c'est je sors de chez moi, je sors de mon périmètre de vie habituel, je mets un masque, et dès que je pense avoir touché quelque chose qui est potentiellement porteur du virus, j'ai mon gel hydroalcoolique et je me désinfecte les mains. Je me désinfecte les mains de manière, je sais pas, 20, 30 fois par jour, il n'y a aucun souci. Je vais boire un café avec des copains, je vais boire une bière, pourquoi pas, ou je mange avec mes collègues sur le lieu de travail. Tout ça, c'est des situations à risque. À risque de diffuser le virus, pas forcément de faire une forme symptomatique, puisque fort heureusement la majorité des gens sont porteurs, sains, mais de diffuser le virus. Donc je suis dans une situation où je suis avec quelqu'un qui n'est pas de mon cercle de vie familial. Je dois enlever pour boire, manger. Je suis à plus d'un mètre d'une autre personne. Je bois un café avec des copains, je bois mon café, je remets vite mon masque et je peux très bien communiquer avec mes interlocuteurs, avec mes copains, avec un masque. Faut peut-être parler un peu plus fort, mais il n'y a pas de souci. Des pratiques qui m'énervent, c'est dans des moyens de transport, le portable sonne, les personnes qui enlèvent leur téléphone, lapsus, qui enlèvent leur masque pour répondre au téléphone, c'est pas acceptable. Ça, c'est le premier message pour éviter la diffusion du virus. Deuxième message, c'est un message quand même concernant les traitements, notamment les anti-inflammatoires qui sont quand même la pierre angulaire du traitement de la spondyloarthrite axiale. Les ANS ne sont pas contre-indiqués si il n'y a pas de signe en faveur de la Covid-19. C'est-à-dire que je vais bien, j'ai pas de frisson, j'ai pas de fièvre, je tousse pas. Je peux prendre mon anti-inflammatoire si j'en ai besoin pour traiter ma spondyloarthrite. En revanche, j'ai des signes qui peuvent faire évoquer la Covid-19. Je ne prends pas d'AINS et je vais me faire dépister. Quid des biomédicaments? Alors, il y avait une publication comme quoi un des biomédicaments qu'on n'utilise pas dans les spondyloarthrites, qu'on appelle le tocilizumab, pouvait avoir un effet positif. Il y avait eu au sud de la France un médecin qui vendait une de ces molécules qui s'appelle l'hydroxychloroquine. Au jour d'aujourd'hui, on sait que ces médicaments-là ne marchent pas pour prévenir les formes sévères de la maladie Covid. En revanche, ce qu'on sait, c'est que tous les traitements anti-TNF n'aggravent pas, n'augmentent pas la probabilité de faire des formes sévères de la Covid-19. Normalement, votre praticien a dû vous dire, vous prenez un biomédicament, si jamais vous avez la fièvre, il faut interrompre le traitement. Il faut respecter cette procédure dans le cadre de la pandémie Covid-19. En revanche, j'ai peur de la pandémie Covid. Ma secrétaire, ma voisine m'a dit que ces traitements étaient dangereux. J'arrête mon traitement parce que j'ai peur. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de notion que les traitements qu'on utilise dans nos rhumatismes inflammatoires aggravent le pronostic de la Covid-19. Hormis un traitement, qui est les patients qui prennent une corticothérapie au long cours, eux, ils sont franchement sujets à risque. Voilà ce que je voulais vous dire. Et dernier message le plus important, d'ici quelques semaines, enfin, d'ici novembre, faites-vous bien vacciner contre la grippe.
parce que si jamais, pour éviter qu'on ait à gérer une troisième vague de grippe après cette grosse deuxième vague qui est bien plus importante que la première. En tout cas, dans mon établissement, elle est 2 fois plus importante que la première. Et on était déjà après l'Est et Paris lors de la première vague. Donc, c'est pas quelque chose de... n'écoutez pas les médias qui disent que c'est pas grand-chose, quoi. C'est un énorme problème. Voilà, c'était un peu un coup de gueule, je m'en excuse. Mais non, merci beaucoup, puisque bon, on entend parler de complot, de plein de choses, et je pense qu'il faut prendre très au sérieux cette crise sanitaire. Donc, je vous remercie, M. Marotte, d'avoir participé et mené cette conférence. Je remercie tous les participants. Surtout, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Au revoir.